remercie énormément pour cette soirée, pour cet exposé, pour toutes les informations que vous avez faites. Alors, si vous avez des questions à poser, c'est vraiment et dans la salle, je peux vous dire qu'il y a un public qui est très ciblé, très averti, et qui a été très attentionné. Alors, n'hésitez pas à... J'ai peut-être pas besoin du micro. Il faudra toujours, parce que les gens qui sont derrière n'entendent pas. En tant que jardinier, tout à l'heure vous avez dit c'est pas la peine de ratisser là-dessus l'arbre qui fait du chocolat. Est-ce que c'est valable pour une majorité de... Ah non. Voilà. En fait, des fois, il y a plus de pathogènes qui ressortent des feuilles mortes. Ah oui, j'aurais peut-être dû le dire. C'est pas une règle générale, ça dépend des espèces. Il y a des espèces où en laissant les feuilles mortes, vous regagnez plus d'alliés que d'ennemis. D'autres espèces, au contraire, quand vous laissez les feuilles mortes, vous avez plus d'emmerdes que d'alliés. Et ça, c'est à décliner par espèce. Et d'une façon générale, bon, enlever la litière, c'est pas très bon pour le sol. Non, mais j'en ai pas. Mais au-delà de ça, après, si je vous donnerai... Voilà, il faut voir en fonction de l'espèce. Et en fait, c'est pas toujours on commande souvent, c'est des feuilles par bout. Vous voyez, quelquefois, c'est comme attendez le micro, parce que ceux du fond, en fait, malheureusement, ils vous entendront pas. Moi, je vous entendrai, mais... Les plantes peuvent aussi se protéger des champignons tout type parasites. Alors, quel est le processus de la plante pour contrer cette agression? On a vu tout à l'heure que les mycorhizes protégeaient de certains champignons pathogènes du sol. En fait, la protection peut s'opérer de trois façons. La première façon, c'est quand les agresseurs rencontrent un acarien ou un champignon mycorhizien qui émet des toxines, qui occupe le milieu et qui, finalement, va les éliminer. Donc, la première raison pour laquelle un pathogène peut ne pas s'installer, c'est qu'il rencontre un des auxiliaires. Mettons qu'il arrive à les outrepasser. Là, il arrive sur la plante. La plante se défend. Elle a des défenses, qui marchent ou qui ne marchent pas. Mais notamment, elle produit tout un tas de toxines anti-champignons quand elle est agressée par des champignons. Elle produit tout un tas de toxines anti-herbivores quand elle est agressée par des herbivores. Rappelez-vous l'histoire des koudous qu'on raconte tout le temps en Afrique du Sud. Hein. Ils ne pouvaient plus, ils étaient pris dans des enclos pour les protéger de la chasse, et puis ils sont morts dans les enclos, parce que comme ils ne se déplaçaient plus, ils broutaient tout le temps les mêmes plantes, et ces plantes se mettaient à accumuler des tanins. Et à la fin, il y avait trop de tanins, c'est devenu toxique pour eux. Bon. Alors, je sais qu'on raconte aussi une autre histoire, mais ça c'est une théorie. Le fait que je vous raconte, c'est comme ça que ça s'est passé. Et ça montre donc que les plantes peuvent se défendre elles-mêmes. Bon, mais il y a plus subtil. Quand on élève une plante sans mycorhize, on s'aperçoit qu'elle se défend moins bien. C'est-à-dire que ses réactions, notamment l'accumulation de toxines, se font un peu plus tard, un peu moins intensément, et que du coup, la barrière à l'installation des pathogènes est moins bonne. En fait, on s'aperçoit que le système immunitaire de la plante, il est en quelque sorte mis en fonctionnement quand la plante commence à s'associer à tous les microbes qu'elle trouve après sa germination. Et c'est pas que ces microbes déclenchent des réponses. Non, non. Les mycorhiziens, ou les champignons qui pénètrent entre les cellules des feuilles, c'est pas des agresseurs, ils ne déclenchent pas de réponse immunitaire. Mais ils émettent des molécules qui vont engager la finalisation, la fin du développement du système immunitaire de la plante. En gros, quand la plante sent les microbes ordinaires coloniser ses racines et ses tissus, c'est le signal pour dire « Ok, c'est germé là, il faut mûrir le système immunitaire et le mettre en position d'alerte, d'être alerté au maximum. » Je dis bien d'être alerté. Donc en fait, le système immunitaire prend sa pleine efficacité quand la plante commence à être colonisée par ses partenaires après la germination, par ses nouveaux partenaires après la germination. Donc, un effet écran des partenaires, des défenses propres de la plante, et un effet stimulant sur le système immunitaire et sa capacité à répondre vite et fort des partenaires. Donc, il y a à la fois des choses qui sont dues à la plante elle-même, des choses qui sont dues aux partenaires, et des choses qui sont dues à l'interaction entre les deux. Voilà les trois mécanismes par lesquels les plantes se défendent. C'est la somme de tout ça qui fait que la plante arrive à exclure ces pathogènes. Et il n'y arrive pas tout le temps, évidemment, mais plus souvent que s'il n'y avait pas de partenaire en particulier. J'espère que c'est clair, ces trois mécanismes.
voyez que l'interaction, elle joue parce qu'elle fait qu'à la fin de l'interaction, on n'est plus comme on était avant. C'est pas la somme de deux partenaires d'interaction. C'est plus que ça, parce que les partenaires se trouvent modifiés dans cette interaction. Et ici, c'est pour le meilleur. C'est pareil pour l'homme. On s'aperçoit aujourd'hui qu'on a plein de maladies du système immunitaire, comme les maladies auto-immunes, l'asthme ou l'allergie, qui sont en partie dues au fait qu'on n'a plus assez de microbes en nous, et qu'en fait, on a notamment perdu les microbes qui permettent de dire au système immunitaire, de mettre le système immunitaire dans sa pleine capacité. Nous aussi, nous, on commence à être trop propre et à manquer des microbes qui nous permettent d'avoir un système immunitaire pleinement fonctionnel. On est l'expérience vivante en Occident du fait que la colonisation par les microbes bénins, ça protège par leur présence, donc ça protège par des molécules qui s'émettent qui font mûrir, qui terminent la maturation du système immunitaire. Parce que chez nous, ça se passe comme ça. Et donc le système immunitaire déconne, au moins chez certains d'entre nous. J'avais une question, je voulais savoir comment s'appelaient les fleurs, notamment des solanacées, là, qui ont les pétales soudés, et les étamines épistines en forme de cône, où les bourdons se travaillent. Oui, c'est ces fleurs-là. Alors on parle de fleurs en salière. Et on dit que les... Oui, on peut dire notamment effectivement que les étamines sont connues. C'est-à-dire nées ensemble. Reliés. Je sais pas, il y a un autre terme pour les émissions. Je ne connais pas de terme descriptif pour ça. Et ce qui est marrant, c'est que c'est apparu dans plusieurs familles, et que ça fonctionne pareil à chaque fois, parce que c'est une stratégie qui marche bien avec les immunitaires. Excusez-moi, vous avez évoqué une graminée qui pousse à proximité des geysers à Yellowstone. Oui. Et dont la résistance à la chaleur est augmentée par la symbiose avec un micro-organisme. Est-ce qu'il y a des programmes d'études qui viseraient à augmenter la résistance des plantes à la chaleur par la symbiose avec un micro-organisme dans l'optique de les utiliser par rapport au réchauffement climatique? Alors, oui, non, oui, effectivement, c'est une bonne question. Alors, le problème, c'est que le changement de température n'est pas forcément le problème majeur pour nous en ce moment. On parle de quelques degrés, et de ce point de vue-là, la physiologie de la plante, elle l'encaisse. On aura plutôt des problèmes avec l'eau, qui va être donné des stress là, plus radicaux. Mais il y a quand même des recherches qui s'appuient, alors des recherches à la fois de variétés plus résistantes par elles-mêmes, mais il y a aussi des recherches qui portent sur des micro-organismes qui rendent les plantes plus résistantes au stress hydrique. Alors, l'idée c'est que, et en fait on va retrouver parfois les mêmes plantes que celles qui rendent les plantes résistantes à des stress thermiques très élevés. Pas ceux d'un été chaud comme dépassé. L'été chaud, l'été passé, pour les plantes, le problème c'est surtout l'eau. Alors, d'autant plus que quand les plantes évaporent de l'eau dans leurs feuilles, elles abaissent la température. Donc si vous n'avez pas d'eau, vous pouvez avoir des dégâts de température que vous n'auriez pas si vous aviez de l'eau. Donc, j'en viens à ça. En fait, ça va être un tout petit peu technique, mais vous allez comprendre le truc. Quand il y a des stress, ça veut dire que les cellules ne fonctionnent plus très bien. Parce qu'il fait trop chaud, parce qu'il n'y a pas assez d'eau, parce qu'elles viennent d'être abîmées par un pathogène. Et des cellules qui ne fonctionnent pas bien, elles font des accidents chimiques qu'on appelle des radicaux libres. Et les radicaux libres, ça va détruire des choses dans les cellules et aussi dans les cellules voisines. Les radicaux libres, vous savez, c'est pas très bon pour la santé, c'est pas très bon pour la peau, c'est les radicaux libres qui font qu'on finit par être fripé avec l'âge. Les radicaux libres, c'est une sorte de suraccident. C'est-à-dire que vous avez les accidents liés au stress, et puis vous avez une vague d'accidents, c'est un suraccident, exactement comme sur la route, hein, parce que comme vous avez du stress, vous avez des radicaux libres et ça abîme encore plus de choses. Or, les plantes utilisent des radicaux libres pour détruire les attaquants, les champignons et les bactéries qui les attaquent. Alors, si vous me suivez, ça veut dire que si vous vivez dans une plante, et que vous soyez un pathogène ou pas, il y a des moments où vous prenez des radicaux libres dans la tête. Et donc, les champignons et les bactéries ont développé des stratégies qui leur permettent de tamponner les radicaux libres. Ça leur permet, si jamais ils vivent dans la plante et qu'elle est attaquée, de ne pas souffrir des radicaux libres qui sont déversés sur les agresseurs. Et si c'est des agresseurs, ça leur permet de ne pas trop être ennuyés par les radicaux libres. Donc, si vous êtes habité par un organisme qui tamponne les radicaux libres, quand vous avez un stress, il va tamponner les radicaux libres du stress aussi et limiter les suraccidents. Et donc on pense que ça marche comme ça.
c'est parce que les micro-organismes qui habitent dans les plantes ont des moyens de tamponner les radicaux libres, parce que de temps à autre il y en a dans la plante, qui mettent ça au service, bien involontairement, des radicaux libres qui sont formés lors des stress, et ils limitent les suraccidents. Du coup, vous n'avez que les accidents, que les désordres cellulaires qui sont liés au stress lui-même, et pas le suraccident par les radicaux libres. C'est un tout petit peu technique, mais l'idée qui se cache derrière, c'est que ce serait le mécanisme qui joue. Et donc, effectivement, il y a aujourd'hui des gens qui cherchent des microbes qui augmentent la résistance au stress. Il y a une boîte aux États-Unis qui a été fondée par un très grand spécialiste des bactéries et des champignons endophytes des plantes, qui notamment a fait les travaux que je vous ai montrés à Yellowstone. Rusty Rodriguez et sa femme Regina Redman, ils ont une boîte où ils travaillent notamment sur les stress liés aux sels. Ils ont été chercher les bactéries dans des plantes qui poussent dans des milieux salés, et ils essaient de les introduire dans des plantes cultivées pour pouvoir les cultiver après sur des sols un peu salés. Donc il y a des perspectives de cet ordre. Maintenant, elles ne sont pas, à ma connaissance, encore utilisées à grande échelle. Il y a des perspectives et des startups qui travaillent dessus. Et ça marche sur tous les stress, c'est ça qui est bien. Alors c'est pas forcément la même bactérie, le même champignon pour tous les stress, mais pour tous les stress, il y a une possibilité d'utiliser des microbes pour rendre les plantes tolérantes. Moi j'ai une question. Oui. Du coup, bonsoir. Vous parlez d'interaction entre plantes, micro-organismes et animaux. On sait que les plantes, elles développent des mécanismes de défense, par exemple, contre les herbivores. Est-ce que les micro-organismes, ils jouent aussi un rôle là-dedans ou pas du tout? Alors, il y a un exemple bien connu, que j'ai retiré de mes diapos parce que c'était déjà long, l'histoire, et qui est une histoire canonique qui montre que des fois on peut faire des conneries quand on ne tient pas compte. Certains connaissent peut-être déjà cet exemple-là. On peut faire des conneries quand on ne tient pas compte du fait que les plantes sont habitées. Dans les années 30, on a sélectionné aux États-Unis, enfin, l'université du Kentucky a sélectionné aux États-Unis une graminée, Festuca arundinacea, donc une souche qui s'appelle Kentucky 31, qui a été sélectionnée parce qu'elle pousse bien. Regardez, ça c'est un champ avec Kentucky 31 et un champ normal. Beaucoup plus à manger, et le but, c'était d'améliorer les pâtures de l'Est américain. Quand ils ont eu ces trucs qui poussaient bien, ils en ont vendu à tout le monde, on en a semé partout, et donc les champs de pâtures américaines sont devenus beaucoup plus riches en emballage, jusqu'à ce qu'on découvre que le bétail n'y avait pas trop. Gangrène sèche des extrémités, les sabots et les queues tombent, le sang circule plus dans les extrémités de l'organisme. Les bestioles vont vraiment pas bien, dans la journée elles cherchent l'eau ou l'eau, elles sont dans l'eau et elles vivent la nuit. Et puis elles bavent comme des dingues, des symptômes neurologiques. Et puis rien ne va bien, quoi. Non seulement le grandissement est vite, mais elles avortent plus et elles font moins de lait, c'est une catastrophe en termes de production qui coûte cher en manque à gagner aux agricultures américaines, c'est des chiffres des années 2000 ça. Et australiennes, où on a très vite vendu ces graines aussi. C'est une vraie catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout bête. En analysant ces plantes, on s'est aperçu que dans les feuilles, il y avait un champignon qui poussait dans les feuilles, et que ce champignon était producteur de toxines. Mais on ne l'avait pas vu parce que d'habitude, les champignons, quand ils sont dans une plante, ils font des spores pour passer sur une autre plante. Or, ceux-là ne le font pas. Comme ils sont partout dans la plante, ils colonisent la graine et ils passent dans la génération suivante. Et c'est comme ça qu'ils se reproduisent. Donc on ne les voit jamais faire des spores, on ne les avait pas vus du tout. Mais comme ils sont héritables, sans le vouloir, les sélectionneurs, ils ont sélectionné les champignons les plus toxiques. Les graminées qui contiennent les champignons les plus toxiques. Et donc évidemment que ça développe bien, parce que les animaux, ils évitent d'en manger. Donc ça pousse mieux. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour les vaches. Donc sans le vouloir, on a sélectionné Kentucky 31 qui avait un champignon, donc ça s'appelle les Neotyphodium, ces champignons endophytes là. Endophytes, c'est dans les plantes. Neotyphodium, c'est leur nom. Ils cumulent des composés qui sont vasoconstricteurs, d'où les gangrènes sèches des extrémités. Vous les connaissez, c'est l'ergotamine et la thyergotine. C'est des choses qu'on utilise quand on a que certains allergiques utilisent, qui sont des vasoconstricteurs qui limitent l'inflammation quand on a des allergies. Il y a des composés proches du LSD qui sont des composés neurotropes, qui expliquent les comportements bizarres des vaches. Il y a des composés, des dolitrènes, qui sont des composés extrêmement efficaces pour repousser les insectes. Enfin, c'est une panoplie d'alcaloïdes, pour dire le nom générique de cette famille, toxiques extraordinairement élevés. Et en fait, aujourd'hui, d'ailleurs, aux États-Unis, cette plante, ce Kentucky 31 est une plante invasive. Alors même que si on la trempe bien dans le pesticide, dans un fongicide, et qu'on la prive de champignons, c'est une plante qui n'a pas une figure végétative particulière et qui est incapable de persister seule dans la nature. Mais avec son champignon qui la protège. Voilà. Donc
là encore, effectivement, on est dans le modèle protection, là la protection c'est l'interaction du partenaire champignon avec l'attaquant. C'est une interaction directe qui protège la plante. Et donc oui, je ne sais pas si c'est un peu votre question, il peut y avoir des protections directes par rapport à des défense herbivores. C'est aussi décrit chez certaines plantes de la famille du lison, qui héritent comme ça de génération en génération de champignons protecteurs. Et c'est décrit aussi chez des rugacées, comme le psychotria, où là c'est des bactéries qui sont dans le méristème et qui colonisent les feuilles et qui contiennent des composés anti-insectes. Donc il y a quelques cas comme ça de symbiose héritée par la graine, de champignons ou de bactéries qui sont dans toute la plante, donc qui vont coloniser les graines suivantes très facilement et qui ont un rôle protecteur. C'est apparu à plusieurs reprises dans l'évolution. Le cas type est le cas le mieux étudié, c'est celui qui a causé problème aux États-Unis dans les années 50-60. Alors le truc délicieux, c'est que vous pouvez encore acheter du Kentucky 31, parce que comme rien ne le prouve, c'est le green idéal pour le golf. Mais si vous vous souvenez que c'est une plante invasive maintenant, ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui sur Internet, vous pouvez acheter et semer chez vous une plante invasive. Je voulais savoir si ces coulures de cyanobactéries protègent de l'érosion les matériaux, enfin les roches ou même les pierres de bâtiment. Pas vraiment, parce que ensuite, ces cyanobactéries et les autres organismes qui sont là, souvent, bon, ils retiennent l'eau parce que l'eau sèche moins vite que si la roche était nue. Et ils sécrètent un peu d'acidité qui déstabilise la roche, parce que vous savez, c'est comme ça qu'ils obtiennent du potassium, du phosphate, du calcium, du magnésium, un peu de bore, un peu de manganèse, un peu de tout ce qui permet de vivre. Donc c'est des choses qui vont au contraire accélérer l'altération des roches. Alors vous allez me dire, du coup, il faut très souvent nettoyer la pierre. Alors oui, mais quand on la nettoie, on retire justement la couche de surface. Il ne faut pas non plus le faire trop souvent. Et surtout pas sur le calcaire, parce que sur le calcaire, vous savez que la couche de surface, quand l'eau s'évapore de la roche qu'on a extrait de la carrière, il se produit une recristallisation du calcaire, et donc le calcaire, c'est un peu comme sur les dents, où l'extérieur de la dent est plus résistant que le cœur de la dent, il se reproduit une zone de recristallisation de calcium, ce qu'on appelle le calcin, qui protège la roche. Donc, si vous enlevez trop souvent la patine, vous allez finir par enlever toute la couche de surface de la pierre où il y a eu cette recristallisation, et vous allez dénuder une pierre beaucoup plus sensible à l'érosion parce qu'il n'y aura pas eu de formation de calcin. Le calcin, le plus, c'est en surface de la pierre que ça se forme après son extraction de la carrière par évaporation de l'eau que contient la roche. Il libère son calcium sur son implication en surface. Donc, même si ce revêtement abîme, il ne faut pas trop ravaler parce qu'à force, vous allez dénuder cette couche protectrice de la roche. Voilà. C'est un peu insoluble comme problème. Il vaut mieux supporter la fatigue que la nettoyer trop souvent. Il y avait une très vieille coutume à Haute-Loire qui consistait, quand on plantait des arbres fruitiers, à mettre au fond du trou des graines d'avoine. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben, je ne sais pas trop quoi dire. L'avoine, les graines d'avoine, surtout quand elles germent, mais là c'était des graines pas germées. Et vraiment pas en surface, hein, tout au fond. Ouais, ben oui, mais pas germées. Non. Moi, j'ai rien à dire. Parce que, bon, si c'est des germinations, quand des plantes sont en germination, notamment des graminées, c'est des bombes à hormones. On peut se dire que peut-être ça aurait eu un effet sur la croissance racinaire. Peut-être. Et si elles ne sont pas germées, là, je ne vois pas bien le truc. En fait, ça ne veut pas dire que c'est nul comme idée. Mais ça veut dire que c'est ces nombreux gestes traditionnels qui nécessitent d'être étudiés de près pour voir si c'est des conneries ou si au contraire ça cache un truc auquel on n'avait pas pensé et qui est formidablement efficace. Ça, il ne faut pas penser que nos anciens avaient raison en tout. Ils n'avaient pas tort en tout non plus. Mais là, je ne sais pas si quelqu'un a une meilleure interprétation à donner. Moi, je ne vois pas d'explication. Donc, soit il y en a une et je l'ignore, soit c'est un geste à bazarder. Oui, j'avais une petite question sur les applications de toutes ces recherches qui peuvent être faites en agriculture. Par exemple, il y a les litières forestières. Vous levez la main parce qu'en fait, je ne vois pas les gens qui parlent. Avec la lumière, je vois à peine la salle. Oui, d'accord. Du coup, je voulais savoir, donc j'avais entendu parler de la litière forestière, de compost, du bokashi.
il y a tellement de techniques pour essayer de multiplier ce bouillon de culture sauvage de mycorhizes dans son sol. Et est-ce que moi, je pourrais aller dans les bois, récupérer quelques sèves, quelques champignons, faire une mixture, les remettre dans mon jardin pour améliorer cette protection, qui est aussi cette absorption par ces mycorhizes de l'eau. Enfin, voilà, toutes les applications qu'il peut y avoir et votre avis sur ces techniques. Ça, c'est 2 heures de conférence, hein, mais pour résumer, déjà, n'allez pas chercher les champignons en forêt, vous avez vu que ce n'est pas les mêmes que ceux des plantes herbacées. Bon, n'allez pas dans la forêt chercher les champignons eux-mêmes, allez éventuellement chercher des substrats. Mais bon. La deuxième chose, c'est que dans beaucoup de ces pratiques d'inoculation, vous inoculez des microbes exogènes. Inoculer des espèces qui ne sont pas de chez nous, ce n'est pas une bonne idée, parce qu'on sait très bien qu'il y en a 1% qui deviennent invasifs. Alors c'est vrai que dans le monde microbien, on n'a pas beaucoup d'exemples, je vais vous en citer un quand même, mais quand vous rajoutez des microbes dans un sol, si vous devez tracer leur origine, vous devez exclure les microbes issus d'un autre continent. Donc ça, c'est la mort de Bokashi. Bokashi, c'est un scandale intellectuel total. Ça revient à essayer d'introduire toutes les plantes qu'on peut, et en attendant qu'il y ait une qui devienne invasive. Il faut le réaliser, ça. 1% des espèces qu'on a tenté d'introduire deviennent invasives. Et je vous donne un exemple. Aux États-Unis, la manite feuille est devenue invasive. Alors, avec des ramasseurs de champignons qui ne la connaissent pas, il y a eu des dizaines et des dizaines d'intoxications. Chez nous, on se doute qu'on a quelques plantes invasives, quelques champignons, quelques microbes, notamment quelques champignons invasifs. L'Anthurus archeri, par exemple, l'Anthurus d'Archer, c'est ce champignon qui fait une très jolie étoile rouge. C'est joli, mais bon, c'est pas de chez nous. Alors après, le désordre écologique que ça induit, on n'a pas beaucoup de recul et pas beaucoup d'études, mais l'idée, c'est que introduire des choses exotiques, c'est toujours une manip risquée. Et donc, je ne la recommande pas. La plupart des inoculobles disponibles dans le commerce sont indiens, canadiens, ils ne sont pas de chez nous, on l'oublie. La deuxième chose, c'est que dans nos écosystèmes, on a ces microbes. Et ce qu'il faut plutôt essayer de faire, c'est de faire les gestes qui les aident à se développer. C'est-à-dire ne pas laisser le sol nu en hiver, mais semer une culture d'intersaison qui va nourrir les champignons mycorhiziens et aussi, j'en ai pas parlé, mais tout un tas de bactéries qui vivent autour de la racine, qui vivent des sécrétions de la racine et qui ont des rôles de fabrication d'hormones, de mobilisation du fer, des rôles d'écran contre les maladies. C'est bien connu, hein, il y a des sols par exemple. Bon, je vais en parler après. Bon. Ça, c'est la première chose, c'est que ce qu'il faut, c'est continuer à les nourrir en hiver. Et aussi faire des rotations de culture ou des mélanges autant que possible. Parmi les mélanges, l'agroforesterie, c'est une façon de faire des mélanges, hein, de façon à ce que vous ne nourrissiez pas que les microbes du maïs ou que les microbes de la luzerne d'une année, mais que vous nourrissiez les microbes de plusieurs plantes, ce qui fait que quand vous allez semer quelque chose l'année suivante, il trouvera dans ce qu'ont élevé les plantes précédentes quelques partenaires qui lui conviennent à lui. Sachant que c'est bon pour les uns et pas nécessairement bon pour les autres. Donc il y aura un tri à faire. Donc faites des couverts et des couverts d'hiver en hiver. Ne labourez pas, parce que là, vous massacrez la vie du sol, et en particulier les filaments des champignons sont détruits par le labour. Donc c'est plutôt des gestes comme ça qu'il faut valoriser, qui vont révéler la diversité microbienne qui est en place. Voilà, à un coût beaucoup moindre. Parce que vous pourrez ajouter tout ce que vous voulez, hein, si vous labourez, ou si vous laissez le sol nu une partie de l'année, si jamais ça s'est installé, ça va crever. Donc moi, je ne suis pas pour les intrants de microbes. Alors ça choque parce que, en revanche, je crois qu'il y a des solutions microbiennes. Mais ce que je pense plutôt, moi, c'est à avoir des gestes agricoles ou sylvicoles qui conviennent à ça. Par exemple, pas de coupe à blanc. Parce que la coupe à blanc, tous les champignons ils crèvent pendant le temps avant que les arbres reviennent. Mais plutôt ce qu'on appelle de la forêt irrégulière, où on a tout le temps des gros bois qu'on récolte et tout le temps des petits bois qui poussent. Et on a toutes les classes d'âge. C'est plus dur à faire, mais on évite de l'érosion et on évite un temps de reprise qui est très long. Or, quand on fait une coupe à blanc et que le temps de reprise est très long, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut amener des engrais parce qu'il n'y a plus les champignons mycorhiziens pour élever les plantes. Et puis, comme les arbres ne poussent pas très vite, risquent d'être dominés par les mauvaises herbes, il faut passer des herbicides. On rentre dans un sale cycle. Alors que si on a juste des clairières qui s'ouvrent là où on exploite un arbre, la clairière, ça se fait tout seul. C'est pas la peine de les appeler, c'est pas la peine d'amener des engrais. Parce qu'en fait, il y a plein de champignons mycorhiziens qui arrivent et qui vont aider les jeunes plantules à se développer. Donc il y a des arbres voisins. Pas besoin d'aérer. Pas besoin. Pas besoin d'aérer. Pas besoin d'aérer le sol, non. Alors ça dépend, il y a des sols très tassants qu'il faudra aérer. Pour vous dire une chose, les trufficulteurs, par exemple, ils aèrent les brûlés, les zones du sol où
où se trouvent les filaments microscopiques de la truffe, avec la grelinette. La grelinette, c'est une espèce de barre avec des des dents qui sortent comme ça, 5-6 dents. La barre est comme ça, il y a 2 manches. Il y a 2 manches, et puis vous enfoncez, vous écartez, et vous ressortez. Pas de mouvement cisaillant, c'est ça qui tue les champignons, mais les champignons sont adaptés au passage d'un ver de terre, à la croissance d'une racine, ils sont adaptés à ce que localement, il y ait des trous qui se forment. Ça, ils cicatrisent. C'est le maximum de ce que peuvent supporter les filaments de champignons, et c'est une bonne aspiration moyenne. Si maintenant votre sol est très passant, là, vous serez peut-être dans des conditions où de temps à autre, un coup de motoculteur vous laboure. Et ces situations-là sont plutôt exceptionnelles sur le territoire français. Voilà. Et donc, oui, les intrants, pourquoi pas. Alors, mais locaux. Il y a des boîtes qui vous proposent aujourd'hui, si jamais vous vous dites, oui, mon sol, il a été épuisé par l'agriculture conventionnelle, il n'y a plus beaucoup de bons microbes, pourquoi pas. Il y a des boîtes qui viennent chercher votre sol, elles cultivent, alors elles ont des trucs brevetés pour cultiver des tas de plantes dessus qui amplifient la quantité de spores de champignons, et ils vous rendent votre sol enrichi en champignons, et ils vous ont fait un biome local, qui a 2 vertus. Il est local, donc il n'y a pas d'invasion possible, parce que sinon les trucs auraient déjà envahi. Deuxièmement, comme ces trucs-là sont locaux, leurs ancêtres ont vécu toutes les situations un peu rares de votre écosystème. Les années de sécheresse, les années de froid, ils sont adaptés aussi au coup dur. Enfin, c'est un peu moins vrai que le changement climatique, mais vous héritez de l'adaptation locale. Parce que vous n'avez pas que vous apportez un organisme venu d'ailleurs. Et c'est moins de choc. Vous faites ça au début, puis après vous avez des gestes qui sont cohérents avec la survie de ce que vous avez introduit. Vous n'êtes pas obligé de repasser à la caisse tous les ans. Bon, la seule exception, c'est le soja. Parce que le soja, les bactéries qui l'aident à fixer l'azote ne survivent pas à l'hiver, parce que c'est une plante tropicale, la bactérie aussi. Donc le soja, tout le temps, les graines sont pelliculées de bactéries pour l'aider à fixer l'azote. C'est le seul exemple. L'effet éliciteur dans un but de protection des cultures. Alors, ce qu'on appelle l'effet éliciteur, pour faire simple, en gros, c'est utiliser soit des microbes inoffensifs ou très peu offensifs, soit des molécules, des broyades de microbes, des molécules qui ressemblent à des parties de microbes, qu'on pulvérise sur la plante. La plante, quoi qu'elle est attaquée, elle met en œuvre des défenses. Il y a des boîtes qui vendent en particulier des extraits d'algues, c'est des sucres un peu particuliers, qui, quand la plante elle met ça sur les feuilles, elle perçoit ça comme des produits qui caractérisent la présence d'un champignon ou d'une attaque, et elle se met à accumuler des défenses. Alors c'est une stratégie, le problème c'est que ça a un coût, le fait de rajouter ou bien ces organismes, ou bien ces algues, ces molécules, ça a un coût pour l'exploitant. Et la deuxième chose, c'est que c'est un coût pour la plante, parce que du coup, elle se met à faire des défenses. C'est pas neutre, ça, énergétiquement. Ça détourne une partie de ses ressources vers la synthèse de composés anti-champignons ou anti-insectes. Et donc, c'est autant de composés qu'on ne va pas retrouver, autant de matière qu'on ne va pas retrouver dans les graines ou dans les tubercules. Vous voyez, donc c'est quelque chose dont il faut bien voir que ça a un coût en termes de rendement. Et on préférerait plutôt qu'il y ait des microbes ordinaires qui sont un peu moins chers qu'une sorte d'état d'alerte permanent. Mais ce n'est pas forcément une mauvaise solution. En particulier, c'est une solution qui a l'intérêt de reposer sur des défenses de la plante et de ne pas imposer aux écosystèmes, aux agriculteurs et aux consommateurs des produits alimentaires, des produits chimiques complémentaires, puisqu'il s'agit en général de produits organiques, des polysaccharides, des choses comme ça. Oui, c'est une solution, et elle écoute. Vous avez parlé de cyanobactéries dans le sol, mais cyanobactéries dans l'eau, ça n'a pas la même presse. C'est-à-dire que quand on parle de cyanobactéries en plus avec la chaleur, on pense bien sûr aux algues vertes. Lorsqu'il y a une différence, une réaction différente, qu'elle soit dans le sol ou qu'elle soit dans l'eau. Alors vous avez raison, il y a aussi des cyanobactéries qui vivent dans l'eau et qui peuvent même proliférer quand l'eau est très riche. Ça donne des eaux qui sont un petit peu vertes et presque épaisses, des fois gluantes. Et ces cyanobactéries qui vivent dans l'eau, elles fabriquent des toxines.
Le rôle de ces toxines, d'ailleurs, n'est pas très net. Hein. Il n'est pas sûr que ce soit des façons de se défendre contre les organismes qui les mangeraient. C'est plutôt des molécules qui auraient des rôles de protection contre les stress, les excès de lumière, et qui auraient accidentellement un effet toxique sur l'homme. Ah bah oui, parce que l'homme, ça n'a jamais été un brouteur de cyanobactéries. Hein. Donc c'est une balle perdue, quoi, évolutivement. Ça n'a pas pu être sélectionné pour abîmer les hommes. Mais c'est sûr que ça abîme les hommes parce que ça contient des toxines, cyanobactéries qui viennent dans l'eau, qui sont neurotoxiques ou hépatotoxiques. Donc effectivement, elles ont mauvaise presse parce que quand on a ça dans des eaux de consommation, bah, c'est pas terrible. Et quand on doit nettoyer des eaux, normalement on n'a pas trop le droit d'ailleurs, mais enfin, ça, l'eau en France, il y a la règle, puis ensuite il faut que ça coule au robinet. Mais on peut essayer de nettoyer ça sur des charbons actifs, mais c'est très difficile de les retirer de l'eau. Et du coup, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on boit une eau qui contient un peu de ces toxines. Du coup, on n'a pas d'intoxication aiguë, mais on a quand même des choses qui abîment à long terme les organes vitaux. Donc, c'est pas une très bonne chose. C'est vraiment une saleté. Mais ces toxines-là, bon, d'abord, le sol, on ne mange pas, et les roches, on ne les lèche pas. Même si on avait dans ces cyanobactéries-là, c'est lié à la surface du sol ou à la surface des roches, ce ne serait pas dangereux. Et en plus, elles en ont moins. C'est vraiment un truc de cyanobactéries qui vit dans ces toxines. Elle peut continuer à lécher le calcaire. Pas de danger. C'est vraiment un truc de cyanobactéries. Mais vous avez raison, la mer Rouge d'ailleurs tire son nom, en fait, de temps en temps, il prolifère dedans des cyanobactéries qui sont rouges. C'est ce qui voit la mer Rouge, son nom de mer Rouge. Alors l'Ardèche est interdite à la lumière, mais pourquoi? Parce que des fois c'est aussi des problèmes d'eau usée. Je ne sais pas si c'est des eaux usées ou des cyanobactéries. Souvent dans les eaux courantes, c'est les eaux usées qui polluent, parce qu'il y a du renouvellement. Par contre dans les eaux stagnantes, c'est plutôt les cyanobactéries. Donc c'est plutôt un problème de lac et d'interdiction de baignade dans les lacs. Mais ça peut être méchant, hein, parce que quand il y en a vraiment beaucoup, certaines ont des toxines qui provoquent des éruptions cutanées un peu méchantes. Hein, donc ça peut même être gênant pour la vie. Je n'ai pas écouté le début, j'imagine que vous avez parlé de mycorhize. De mycorhize. Oui. Est-il vrai qu'il y a un enjeu majeur pour la culture de mycorhize par rapport au fait qu'ils peuvent dissoudre des formes non assimilables de phosphore? Oui, alors, les mycorhizes. Et par rapport à la finitude du phosphate naturel dans les mines. Oui, alors il y a aussi une finitude du phosphate stocké dans les sols. Alors, et c'est vrai que les mycorhizes, elles vont améliorer la nutrition des plantes de plusieurs façons. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais d'abord les filaments, ils vont chercher très loin les ressources, très loin de la racine. Ils augmentent le volume de sol exploré par rapport au sol directement en contact avec la racine. Et ça, c'est très important pour des choses comme le phosphore ou le fer, qui sont des molécules, qui sont peu solubles dans l'eau, et qui donc ne se déplacent pas avec l'eau du sol. Il faut aller les chercher là où elles sont. Donc le fait d'avoir ce réseau et d'augmenter le volume de sol exploré, vous avez accès à plus de ressources, en particulier, vous avez accès à des ressources qui ne se déplacent pas et qui ne circulent pas avec l'eau, qui ne peuvent pas arriver à la racine sans cela. Un deuxième effet, effectivement, qui pour certains champignons mycorhiziens, surtout ceux des arbres forestiers, moins ceux des herbacées de nos régions, c'est que certains champignons sont capables de se coller contre des minéraux et de les dissoudre. Un peu comme je vous disais que les films bactériens, les cyanobactéries qui sortent de la roche, c'est une façon d'aller trouver du potassium, du phosphore, des choses comme ça. Donc il y a cette capacité qu'ont aussi les racines des plantes, hein, mais que certains champignons ont beaucoup plus, et encore dans un plus grand volume de sol. Donc ça permet d'accéder à des ressources cristallisées, qui ne seraient pas solubles aussi. Et puis la dernière chose, c'est que, mais ça c'est que en forêt, il y a certains champignons qui vont carrément chercher de l'azote et du phosphate dans la matière organique morte. C'est-à-dire, pour circuit de la minéralisation, ils vont chercher l'azote et du phosphate dans les feuilles mortes. Et ça, c'est une raison pour laquelle il faut partir les feuilles en forêt. On laisse les feuilles, parce que c'est la fertilité du lendemain, et souvent d'ailleurs, les feuilles mortes de l'arbre, parce qu'il y a tout ce qu'il n'a pas pu récupérer du vivant de la feuille, est en train d'être récupéré par certains de ces champignons mycorhiziens. Bien. Alors maintenant, c'est vrai qu'on n'a plus envie d'amener d'engrais minéraux, parce que d'une part, ces engrais minéraux, ils fuient dans les eaux de surface, et puis aussi, quand on donne beaucoup d'engrais minéraux à la plante, elle ne paye plus le champignon, puisqu'elle peut manger sans payer le champignon.
Et alors, d'une part, elle devient dépendante des engrais parce qu'elle est des champignons, et d'autre part, comme les champignons ont des effets protecteurs, elle est plus la proie des maladies. Donc, il faut les pesticides. Donc, on rentre dans une mauvaise stratégie. Et il faudra toujours ramener au sol l'azote et le phosphate, puisqu'on récolte, on en emmène tout le temps, il faut en ramener. Il ne faut pas le ramener sous forme minérale, il faut absolument le ramener sous forme organique. Ce qu'il faut, c'est fertiliser avec du fumier, et notamment les produits de l'eau de toilette, qui contiennent plein d'azote et de phosphate, qu'ensuite on ne sait pas quoi en faire, alors on le brûle dans des stations d'épuration, on fait des stations d'incinération, on met ça dans des stations d'épuration, on fait du lagunage pour faire en sorte que ça ne fasse pas trop d'azote et de phosphate qui repart dans le milieu. Enfin, on se fait chier avec cet azote et ce phosphate à purifier l'eau, alors que l'agriculteur, pendant ce temps-là, il rachète de l'azote et du phosphate. Vous voyez le truc? Il est urgent de brancher la cuvette des toilettes sur les champs. Alors, avec un compostage d'avant pour tuer les bactéries du tube digestif, c'est évident. Il est urgent d'aller chercher le fumier animal et le fumier humain, qui est aussi un fumier animal, pour fertiliser la campagne. Ça a toujours été le cas, et c'est assez amusant de voir qu'à une certaine époque, il y a eu une prise de conscience de ça chez des gens que vous ne considéreriez pas comme des grands écologues. Victor Hugo s'insurge du tout à l'égout en disant « mais c'est Paris met son or à la mer », parce que Paris n'utilise plus la mer du Maine pour fertiliser les champs. Alors, il ne parle pas de mer du Maine, mais il parle de fumier, et il a cette phrase, si notre or est fumier, vous mettez l'argent, les gens de l'argent, notre fumier est or. Et c'est une page des Misérables où il explique que c'est honteux de tout à l'égout, parce qu'en fait, on perd de quoi fertiliser la campagne. Et l'autre, c'est Zola. Zola avec la terre. Et la fameuse mer caca. Alors, ça a valu une ironie colossale de la presse à l'égard de Zola. La mer caca, hein, dans une ruralité où on a du mal à avoir des engrais organiques, elle fait caca au pied de ses choux. Et elle a les plus beaux choux du marché, que personne ne veut les acheter. Alors, la critique littéraire trouve ça absolument hideux. N'empêche que Zola est tout simplement en train de faire l'éloge du recyclage des déchets humains. Et c'est intéressant de voir que c'est des littéraires qui, à la fin du XIXe siècle, ont pris conscience qu'on était en train de perdre le vieux recyclage et qu'on commençait à gaspiller dans les stations d'épuration l'azote et le phosphate. Ils ne connaissaient pas sous ce nom-là, hein. Pour eux c'était de la fertilité. On est en train de perdre cette fertilité. Ce mouvement d'alerte n'a absolument rien donné, on est passé dans un bureau avec leur joie. C'est un désastre. Des fois, vous voyez que les sciences du vivant sont parfois mieux défendues par les bons biologistes, les bons agronomes. C'est en même temps les peintres barbizons, voulant continuer à peindre des décors somptueux, ont instauré la première réserve naturelle de France. Les peintres, pas les biologistes. La réserve de Fontainebleau. Oui, la réserve rurale de Fontainebleau. En l'occurrence, oui, Barbizon, c'est l'anglais de Fontainebleau. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Il y en a plein d'autres. Je crois qu'il y en a qui veulent peut-être aller dormir. Bonjour. Vous nous avez parlé de l'alliance, de la symbiose entre des micro-organismes et les plantes. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches qui poussent à créer de nouvelles symbioses? Et à quel moment est-ce qu'on crée un OGM en faisant ça? Est-ce qu'il y a des problèmes possibles ou pas? Il y a en laboratoire des tentatives de faire des trucs bizarres. Il y a des gens qui ont fait des symbioses entre des levures et des algues vertes unicellulaires. Mais ça, c'est intéressant au laboratoire pour faire des études et voir comment les partenaires s'adaptent à vivre ensemble et des choses comme ça. Mais ça n'a jamais débouché sur des choses mises dans le milieu. Il y a par contre beaucoup de recherches sur comment valoriser l'existant. Alors avec les inoculations, j'aime pas trop ça, ou simplement en essayant de discerner des parcours techniques. Une ancienne thésarde de mon labo, lorsque j'étais à Montpellier, est rentrée à l'INRA, qui s'occupe maintenant de regarder un peu comment les pratiques d'agroforesterie permettent d'entretenir les champignons en hiver, entre deux récoltes. Et dans le genre appliqué, il y a plutôt des recherches comme ça. Et ça s'appelle l'agroécologie. C'est utiliser nos connaissances écologiques pour faire une autre agronomie. Ça développe beaucoup. Après, le facteur limitant, c'est le passage dans les usages habituels. Et là, effectivement, en agriculture, on a à la fois des gens qui sont des visionnaires, qui courent en avant de la science, qui ont essayé des trucs que nous, on n'arrive pas encore à tester, qu'on n'a pas bien compris, dont on ne sait pas d'ailleurs où est-ce qu'ils marchent et comment ils marchent. Faut voir que les agricultures non labourées, c'est les agriculteurs qui les ont inventés, c'est pas les agronomes, c'est pas les scientifiques. Et donc on a des agriculteurs qui courent en avant, mais on a aussi une masse, comme dans
tous les métiers d'inertie par paresse, d'inertie parce que les gens ils sont comme ils ont été formés, et qu'ils ont été formés à des certitudes et pas à des doutes. Vous savez, moi, ce qui m'a fait le plus mal dans la querelle des vax et des anti-vax, c'est pas la conclusion que les uns ou les autres tiraient, et je vous laisserai pas deviner même dans mon propos laquelle j'ai tiré, parce que ce que je voudrais insister, c'est sur le fait que c'était absolument sans méthode. Ceux qui y croyaient parce qu'ils y croyaient. Ceux qui n'y croyaient pas, de toute façon, ils triaient tout ce qui était pour, ils le jetaient, et gardaient que ce qui était contre. On a vu une gigantesque démonstration de manque de méthode. Aujourd'hui, on a besoin de méthode. Les convictions, c'est bien quand c'est basé sur des essais, des tests. Et en l'occurrence, pour ce qui est de l'agriculture, en plus, ce qui marche dans une région sur une culture ne marchera pas dans une autre région pour une autre culture. Il y a vraiment besoin d'essayer de s'approprier la méthode. Et donc, c'est vrai que souvent, les agriculteurs, ils ont été formés comme beaucoup d'autres citoyens dans ce pays, à croire infiniment à un type de procédé, à un type de méthode, et beaucoup moins à être capable de remettre en question les choses, au fur et à mesure que les connaissances évoluent et que de nouvelles solutions se proposent. C'est un vrai problème. Mais c'est pas un problème pour l'agriculture. C'est pour ça que j'ai voulu prendre un exemple plus citoyen avec le problème de la vaccination, pour dire que cette méthode manque à tous dans toutes les circonstances. J'aurais peut-être encore une question. Avec le taux démographique, la population mondiale, est-ce que vous restez optimiste pour l'alimentation de ces gens-là relativement? Pour plusieurs raisons, oui. Si vous lisez le très bel article que Marc Buffunier a écrit dans le dernier numéro de Pour la Science, ça, voilà quelqu'un qui mériterait des médailles et qui mériterait vraiment d'être plus connu par Buffunier. C'est un prof à la Grande Paris qui a formé des générations d'agronomes à penser différemment. Et dans cet article, il vous propose une autre agriculture. Mais qui est déjà mis en place d'ailleurs par des agriculteurs, qui en partie inspirés de pratiques innovantes issues de l'agriculture. Marc Buffunier, bien nommé d'ailleurs, parce que pour le coup, un des éléments de son programme, c'est l'utilisation du fumier. Bon. Mais pour être plus sérieux, cet homme qui est maintenant à la retraite, qui est pour moi une des personnes pour lesquelles j'ai le plus d'estime dans mon environnement universitaire et intellectuel, il a donc... je vous dis ça. Voilà. Ah oui, il résout dans cet article ce problème. Il résout ce problème, et il dit qu'en fait, il y a plein de solutions. Alors, je vous laisse les découvrir, mais je vais vous donner 3 perspectives. C'est vrai que quand on fait du bio, on baisse les rendements de 10 à 20%. C'est vrai que quand on fait de l'agriculture sans labourer, on baisse les rendements de 10%. Et or, c'est 2 façons de bien faire de l'agriculture. Bien faire pour l'alimentation humaine, le bio, et bien faire pour les sols, l'agriculture non labourée. Mais je vais vous dire un truc. Quel que soit l'endroit du globe où vous êtes, il y a 30% de la nourriture qui n'est pas mangée. Sous les tropiques, c'est plutôt des problèmes de logistique. Ça pourrit avant d'arriver au consommateur. Chez nous, ça pourrit dans vos frigos et dans vos poubelles, où c'est victime d'états limites de consommation. Ça veut dire qu'on a, c'est la première bonne nouvelle, 30% de produits en trop. Vous allez dire, oui, il y a peut-être un peu plus de gens à nourrir, puis il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim. Ok, mais il y en a quand même 30% de marge. Deuxièmement, la sélection variétale, ça peut faire des merveilles. Aujourd'hui, quand on fait des formes différentes d'agriculture, on les fait avec des plantes qui ont été sélectionnées pour les autres formes d'agriculture. Par exemple, quand vous retournez sur des bas niveaux de fertilité, parce que vous fertilisez avec des engrais organiques, vous prenez des variétés qui ont été sélectionnées pour fonctionner dans les sols conventionnels, c'est-à-dire qui ne savent pas nécessairement se servir bien des champignons mycorhiziens. Certaines le peuvent, mais c'est un peu par hasard. D'autres ont oublié comment se servent les champignons mycorhiziens. Donc vous n'avez pas les meilleures variétés pour une agriculture différente. Ça explique une partie de la baisse de rendement. C'est que vous essayez de planter des géraniums dans la terre de bruyère. C'est ça. Et donc il faut réaliser ça. On a des marges d'amélioration, et puis on a aussi des marges d'amélioration dans les itinéraires techniques. Et puis on a une troisième bonne nouvelle, c'est qu'on peut mélanger les cultures. Je le fais très bref parce qu'il est tard. Et ça, c'est aussi l'interaction entre plantes dont on aurait pu parler aujourd'hui. Moi, je n'ai pas parlé d'interaction entre les plantes, mais quand on fait de l'agroforesterie, quand on fait des cultures mélangées, évidemment, quand vous mélangez de la fève et du blé, ou quand vous faites du blé sous du noyer, vous faites moins de noyer que si vous faites que du noyer, vous faites moins de blé que si vous faites que du blé, vous faites moins de fève que si vous faites que de la fève, ça c'est sûr. Mais bon, vous faites votre récolte sur 1 hectare de culture mélangée. Un arbre, une céréale, alors là, vous ne récoltez pas tous les ans, vous faites la moyenne sur les 50 ans de sa croissance, vous calculez combien ça vous donne de bois et de céréales par an. Vous calculez combien ça vous donne de févroles
et de blé par an. D'accord? Par hectare. Et après, vous dites, bon, bah, combien d'hectares il faudrait pour avoir autant de blé? Combien d'hectares il faudrait pour avoir autant de bois? Combien d'hectares il faudrait pour avoir autant de févrole? Et là, vous apercevez que si vous les cultivez séparément, il vous faut entre 1,2 et 1,6 hectares pour produire ce que vous produisez en mélange sur 1 hectare. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces plantes, bien sûr, elles se concurrencent un peu, mais elles n'utilisent pas exactement les mêmes ressources. Donc, elles utilisent mieux toutes les ressources disponibles. Prenons juste la lumière quand vous avez des arbres et des céréales. Les céréales, elles commencent à pousser avant que les arbres fassent des feuilles. Et les feuilles des arbres persistent bien après que vos céréales aient séché et soient récoltées. Il n'y a que 2 mois par an de compétition entre les feuilles des arbres et les céréales, si vous choisissez bien vos plantes. Vous utilisez mieux la lumière. C'est imparable, cette histoire. Ça veut dire que l'avenir, c'est de cesser les monocultures et de passer à des cultures mélangées. Et finalement, quand on dit, ah ben, il ne faut pas labourer, il faut faire des cultures mélangées, ben, vous savez quoi? Il y a des gens qui n'ont jamais fait que ça. C'est les Amérindiens. Ils n'ont jamais labouré, ils n'avaient pas des gros traits. Vous direz, ils avaient la main. C'est pas complètement vrai, ils avaient des couvre-sols. C'est pour ça qu'ils cultivaient de la courge. Ils la mangeaient, mais ça faisait couvre-sol surtout. Ouais. Et en plus, ils ont toujours eu des modèles avec la milpa, vous savez, c'est ce modèle avec du maïs qui pousse, le haricot qui pousse dessus, et puis le couvre-sol, c'est les courges. Voire des jardins anti-créoles, ces jardins. D'ailleurs, en fait, ce qui est amusant, il y a un très bon article de Descola là-dessus, eux, jardin, forêt, pas de différence. C'est un continuum et ils n'ont pas de mots différents pour désigner ce qu'ils appellent le jardin. Ça va du jardin où il y a 3-4 espèces cultivées à la forêt où il y a 3-4 pieds de cacaoyers qui sont un peu dégagés pour qu'ils poussent mieux. Ça s'appelle le jardin. Ils n'ont pas de différence. Hein. Et pour le coup, donc, eux, ils fonctionnent à fond sur des cultures mélangées qui utilisent toutes les strates, toutes les périodes de l'année. Donc en fait, tout ce qu'il faut, c'est apprendre à imiter les mondes européens mais d'aller raconter et dire la bonne parole. J'ai cru reconnaître un bis, que le public demandait un bis. C'est parti, on commence. En tout cas, merci énormément pour cette soirée. D'abord pour les connaissances que vous avez partagées. Non, mais c'est moi. Merci d'être et puis aussi pour l'humour que vous avez et qui fait passer les choses techniques, scientifiques et qui passent très très bien. Alors, j'ai oublié, je crois, de le dire tout à l'heure, vos livres sont à la sortie de la salle. Donc c'est avec la librairie L'Arbagive du Puy-en-Velay rue Saint-Jacques qui nous a approvisionné. Donc je pense que Marc-André Sellos se fera un plaisir de vous les dédicacer, de vous les signer. Merci beaucoup à vous en tout cas, et merci à tous les gens qui sont ici présents, qui ont fait passer l'information dans leur réseau, notamment le secteur de Langeac-Brioude qui est très bien représenté. Bravo, et merci à vous, et merci beaucoup.